Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Thierry Breton, commissaire européen pour le marché intérieur, et vous dirigez le groupe de travail sur les vaccins en Europe. Oui. Vous êtes finalement l'homme le plus puissant d'Europe aujourd'hui. Parce que non seulement vous vous occupez du marché intérieur, mais en plus de la production des vaccins en Europe. L'Union européenne a sous-estimé les difficultés liées à la production de masse des vaccins. C'est la présidente de la Commission qui l'a dit elle-même. Les Européens ne sont pas vaccinés assez vite. Qu'allez-vous faire pour accélérer la vaccination en Europe, Thierry Breton? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, comme vous venez de le rappeler, on m'a confié cette mission il y a une semaine. Donc j'ai pris effectivement ces responsabilités. Oui. Je dirais en tant qu'ancien industriel que je suis, bien sûr commissaire européen, mais j'ai aussi mon histoire personnelle. Et c'est vrai que on en a beaucoup parlé avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Au fond, quand on regarde, je dirais, ce qui se passe sur la politique vaccinale, tellement importante pour nous en Europe, et puis aussi pour l'ensemble de l'humanité, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Il y a deux étapes. Il y a d'abord la science. La science, c'est nous permettre de trouver, de découvrir, de mettre sur pied les vaccins. Oui. Et là, normalement, il faut entre 5 et 10 ans. Et on a mis 10 mois. C'est un exploit absolument incroyable. On ne le mesure pas parce qu'évidemment... Exploit scientifique. Exploit scientifique, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir, nous en Europe, donc on a contracté avec 6 fabricants de vaccins. On sait d'ores et déjà qu'on en aura dans les mois qui viennent. On a déjà 3. Il y en a 2 autres qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc on a déjà, en moins d'un an, on aura 5 vaccins qui fonctionnent. Donc le problème, c'est plus les vaccins. Le problème, c'est la fabrication. Voilà, exploit scientifique. Nous sommes en guerre. Il faut donc une économie de guerre. C'est un peu ça. L'économie de guerre, c'est quoi? C'est la production des vaccins. C'est un peu une économie, je reprends volontiers votre terme, c'est un peu une économie de guerre pour monter en puissance désormais nos outils industriels. Voyez-vous, une usine de vaccins, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Il faut évidemment, c'est pas n'importe quoi de fabriquer un vaccin. Il faut évidemment des mesures d'hygiène absolument drastiques, nos auditeurs le comprennent. Oui. Il faut évidemment la qualité, pas à 99%, il faut la qualité à 100%. On injecte quand même quelque chose, donc il faut quand même être sûr à 100% de la fiabilité. Et il faut monter des doses en cadence maximale. D'ordinaire, il faut entre 2 et 3 ans pour monter en cadence. Là, on va essayer de le faire en 5 mois. En 5 mois, nous allons produire en Europe les vaccins nécessaires à la vaccination de tous les citoyens européens. Alors, c'est une très bonne question. L'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions vacciner donc d'ici la fin de l'été tous ceux qui voudront l'être, et on espère qu'ils seront le plus nombreux possible, donc en Europe. Mais voyez-vous, il faut aussi... Donc l'Europe sera vaccinée avant la fin de l'été. Alors moi, vous voyez, je suis maintenant, comme vous l'avez dit, le patron de cette task force. Oui. Donc je prends l'engagement de tout faire pour cet objectif. Mais voyez-vous, une usine... on n'est jamais sûr à 100%, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, bien sûr, je signe. Là où je signe, c'est que je vais tout faire avec mon équipe pour que l'on puisse effectivement produire ce qui a été promis. Là, il faut des usines. Alors, combien d'usines allez-vous ouvrir? Si vous voulez, quel est votre plan? Alors, là aussi, les usines sont déjà là. Parce que pour faire une usine en démarrant de zéro, il faut 5 ans. Donc là, on part sur les usines qui existent. Donc, on a maintenant les usines pour les 3 types de vaccins qui ont été autorisés. C'est-à-dire, je vais les citer, c'est le vaccin de BioNTech Pfizer, le vaccin de Moderna et le vaccin d'AstraZeneca. On en a 2 autres qui vont arriver. Donc ces usines existent. Elles sont Combien en Europe. D'usines en Europe? Il y en a une dizaine à peu près. Une dizaine. Elles sont en Europe. Elles sont aussi en Suisse. qui est aussi un des grands fournisseurs de producteurs, on va dire, de vaccins. Et donc on monte en cadence maintenant. On change aussi les technologies. Parce que par exemple, le vaccin à ARN messager, on n'en avait jamais produit. Les vaccins, on parle beaucoup d'AstraZeneca à adénovirus, on n'en avait jamais produit aussi massivement. Les autres vaccins sont des vaccins à protéines recombinantes, ça on sait les faire, mais ils ne sont pas encore arrivés sur le marché. Oui, Thierry Breton, on a besoin de transparence. Les citoyens ont besoin de transparence. C'est indispensable. Transparence sur les prix et transparence sur les contrats passés
avec les grands laboratoires. Oui, et transparence, j'allais dire aussi, sur la capacité de production. Sur la capacité de production. En ce qui me concerne, moi maintenant, je suis en charge de la coordination de la capacité de production. Je m'engage effectivement à donner cette transparence. Parce qu'elle est nécessaire, d'abord pour nos concitoyens, vous l'avez dit, mais aussi pour tous ceux au sein des États membres qui vont devoir gérer la logistique. Chaque État membre maintenant va avoir sa propre task force que pour gérer la logistique. Oui, bien sûr, la logistique, c'est pas l'Europe, c'est chaque État. Et donc il faut que nous, puisqu'on a contractualisé pour les Européens, pour avoir encore une fois la disponibilité, c'est parce que précisément on a cette taille qu'on a la disponibilité, il faut désormais, effectivement, avoir la transparence de production pour faire en sorte que tout le monde puisse en avoir. Transparence sur les prix aussi. Combien coûte une dose? On ne sait pas. Si, je crois que les chiffres ont été... on a parfaitement... Mais les contrats, pourquoi n'a-t-on pas accès à ces contrats? Alors les contrats désormais sont, encore une fois, on est une grande démocratie, et l'Europe est une grande démocratie. Oui. Donc les contrats désormais sont à la disposition donc de parlementaires européens qui ont été désignés par le président du Parlement, David Sassoli, et qui peuvent avoir accès à ces contrats, et c'est bien normal. Et le vaccin russe? Alors le vaccin russe dit Sputnik V, est un des très nombreux vaccins aujourd'hui qui fonctionnent sans doute, puisqu'on voit que la revue Lucent l'a décrit comme tel. Mais voyez-vous, le sujet, alors il est un peu compliqué parce que, je rentre dans le détail si vous permettez une seconde, c'est un vaccin à adénovirus, comme le vaccin AstraZeneca. Mais alors lui, il a deux caractéristiques, il y a deux doses. La première dose est différente de la seconde, ou la seconde de la première. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes adénovirus. Donc il est 2 fois plus compliqué à produire. Et en fait, je crois pouvoir dire, les Russes sont d'excellents scientifiques, que ce soit du reste en physique, en biologie, on le voit. Le problème, c'est que c'est très difficile de les produire, et c'est très difficile de le produire en Russie. Il sera produit en Europe. Ils ont visiblement beaucoup de mal à le produire, mais ça ne m'étonne pas, et je ne condamne personne. Je ne fais que constater. Donc c'est vrai qu'ils aimeraient bien que d'autres le produisent pour eux. Il sera produit en Europe. Si vous voulez, d'abord, pour ça, il faut faire la demande auprès de l'Agence européenne des médicaments. Bon, ça n'a pas encore été fait. Ça prend évidemment plusieurs semaines pour précisément donner la validation scientifique. Et puis après ça, au fond, je le dis de façon très simple et avec le recul qui est le mien. À partir du moment où il serait accepté, pourquoi pas. Mais voyez-vous, c'est pas le problème. On a les vaccins aujourd'hui. On en a largement suffisamment. L'Europe a, sur les 6 vaccins, l'Europe est le pays, et le continent, pardon, qui a le plus inventé de vaccins. C'est nous, on le dit souvent, on a gagné la guerre des vaccins en Europe en matière scientifique, que ce soit les vaccins à ARN messager ou les vaccins à adénovirus. Bon, donc est-ce qu'on a besoin d'un nouveau vaccin? La réponse de celui qui est en charge de la task force vous dira non, sauf si jamais il arrive produit. Mais on n'en est pas là. Bien, Thierry Breton, l'accès au vaccin dans les pays pauvres. Par les pays pauvres. Est-ce qu'il faut partager avec les pays pauvres les brevets industriels? Est-ce qu'on peut imaginer une licence humanitaire? Alors, deux questions. Deux questions. D'abord, je dirais l'accès au vaccin pour l'humanité. Pour l'humanité. C'est ça dont il s'agit. Et voyez-vous, pour nous en Europe, c'est un sujet absolument essentiel. Jean-Jacques Bourdin, je le dis avec beaucoup d'humilité et de recul. On va y arriver. On va y arriver. On va produire suffisamment de doses. Mais le sujet, c'est de les produire pour nous, mais aussi de les produire pour les autres. Parce qu'effectivement, quand on pense, et je pense en particulier à l'Afrique, parce que c'est un continent qui est proche de nous, de multiples raisons, eh bien, il est absolument indispensable que très vite, on ait suffisamment de doses pour pouvoir précisément commencer à pouvoir vacciner massivement. Il y a eu une demande de levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. L'Union européenne a bloqué. Alors, c'est le deuxième volet. Le problème n'est pas tant un problème de brevet, je le redis. Le problème, c'est un problème de fabrication. Il faut les usines. C'est pas parce que vous allez donner un brevet que vous allez avoir la fabrication. Moi, aujourd'hui, je vous le dis très clairement, le problème que nous avons et que j'ai moi, en tant que responsable de la Task Force européenne des vaccins, eh bien, c'est d'avoir des usines qui montent en puissance et qui montent en cadence. Et je pars sur les usines qui existent. Et voyez-vous, en Europe. Mais pour le continent africain. Mais l'Europe va, encore une fois, la production sur laquelle nous sommes engagés va permettre de. Bien sûr, on a maintenant un horizon. Et ces vaccins, on les fournira gratuitement? Alors comment ça va se passer? Après ça, vous avez des structures qui sont internationales, qui vont effectivement pouvoir s'en
emparer. Encore faut-il que nous puissions les livrer. Donc le circuit de distribution existe. Là encore, le sujet, c'est la production. On y travaille. Et vraiment avec cet objectif que nous puissions très vite commencer à fournir ces doses. Parce qu'encore une fois, on le voit bien avec les vaccins et les variants, je dirais. Alors, le variant britannique, le variant sud-africain, le variant brésilien. C'est une pandémie, c'est une maladie qui évidemment évolue. Et donc, il faut, pour l'éradiquer, que l'ensemble de la planète soit vaccinée. Et on a notre part à prendre. Et c'est l'une de mes responsabilités que de faire en sorte que l'Europe monte en puissance. Nous avons un plan. On va l'annoncer du reste mercredi avec la présidente Ursula von der Leyen pour pouvoir précisément monter dans les 18 mois et avoir vraiment une cadence et que l'Europe soit le premier. Donc, bien, le premier continent en matière de production vaccinale sur 18 mois, c'est en tout cas l'ambition qui est la nôtre. Sur 18 mois, l'Europe sera le premier continent au monde de production de vaccins. C'est l'ambition qui est la nôtre. Le plan présenté mercredi. C'est l'ambition qui est la nôtre et ceci dans les différentes technologies et en particulier l'ARN messager dont on sait qu'elle est très prometteuse. Bien, Thierry Breton, vous êtes aussi commissaire européen en charge de l'industrie, donc en charge des services, du digital, de l'audiovisuel et du tourisme. Et je voulais vous parler du tourisme parce qu'il y a aujourd'hui en Europe des pays du Sud qui vivent en grande partie du tourisme et qui demandent de plus en plus nombreux un passeport vaccinal ou, je dirais autrement, un certificat vaccinal. Est-ce que vous comprenez cette demande ? Alors non seulement je la comprends, mais bien sûr, je suis en discussion en permanence, là aussi avec les ministres du tourisme, et vous l'avez rappelé fort justement, en particulier des pays d'Europe du Sud, mais pas que. Hein. Pas que. Et donc là, il y a deux aspects. Il est absolument indispensable pour pouvoir reprendre, je dirais, une vie à peu près normale, et notamment une vie sociale, et puis pouvoir se mouvoir, parce que en fait, c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Il faut deux choses pour ça. Bon, d'abord, évidemment, passer cette phase, respecter, je le redis, les gestes barrières, parce que c'est vraiment très important tant qu'on n'a pas atteint une immunité collective suffisante. Et puis derrière, eh bien, permettre à ceux qui vont vouloir et qui désireront se mouvoir, aller dans tel ou tel pays, offrir les garanties d'abord pour eux, et pour les autres qui ne sont pas porteurs de la maladie. Donc alors, pour ça, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement, nous on n'aime pas trop, j'aime pas trop le terme de passeport vaccinal. Voilà. Mais un certificat de vaccination. Voilà, c'est vrai que on voit très bien, on en a eu. Vous vous souvenez, il y a un temps où, bien sûr. Pour aller en Afrique, il fallait montrer qu'on était vacciné contre la fièvre jaune et d'autres maladies. Très bien. Donc on peut évidemment et on peut avoir ce type de, je dirais, de certificat. Mais encore faut-il que vraiment que tout le monde, tous ceux qui aient souhaité se faire vacciner puissent l'avoir été. Donc il faut vraiment qu'on fasse ça quand on aura atteint encore une fois un nombre de vaccinés suffisant. Le deuxième point, c'est un point sur lequel j'insiste, merci de me permettre de le dire, c'est le fait qu'il est indispensable de développer des tests rapides, qui soient évidemment le moins pénible à réaliser possible, le plus exact scientifiquement. On pense évidemment aux tests antigènes, aux tests salivaires. Oui. Donc on est en train de réfléchir, plus que de réfléchir, du reste, de travailler donc avec des scientifiques sur ce sujet pour faire en sorte que l'on ait également rapidement et en abondance, donc cette capacité. Je prends un exemple, vous voyez. Si vous voulez rentrer monter dans un avion, on pourrait imaginer, certaines compagnies y pensent. Hein, c'est pour ça que je le dis. Bien sûr. Voilà, vous avez soit effectivement un certificat montrant que vous êtes immunisé, soit, si c'est pas le cas, on peut à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir un test PCR qui marche bien. Ça, les compagnies le demandent. Soit, si c'est pas le cas, on peut faire un test rapide qui permettrait de vous donner, je dirais, cette capacité. Donc il faut absolument avoir... Avant l'été. Il faut absolument... Avant l'été, bien parce sûr, que... Vous voyez, en fait, il n'y a pas une solution, il faut avoir, je dirais, cet ensemble de solutions qui va nous permettre... un carnet de santé, une sorte de carnet de santé digitalisé. Je dis encore une fois... digitalisé. Je dis encore une fois que c'est l'un des axes, mais ce sera certainement pas le seul, et qu'il faut avoir une palette, encore une fois, de propositions pour pouvoir recommencer à se mouvoir librement et de façon sécurisée. Pour voyager sans restriction au sein de l'Union européenne cet été, il faudra
une sorte de carnet de santé digitalisé. Encore une fois, je vous dis, c'est pas que. Je pense que. Mais ça sera indispensable. Je pense qu'il faut, je dis plus que je pense, on va promouvoir, encore une fois, un certain nombre d'éléments pour donner la garantie que finalement on peut le faire sans risque pour soi et pour les autres. Bien. Thierry Breton, la dette. Pour restaurer les capacités d'action des États, la dette détenue par la BCE, la Banque Centrale Européenne, doit-elle être effacée? Ou peut-elle être effacée? Bon, vous savez que le sujet de la dette est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez. Je sais, oui. Et donc, je n'ai pas changé d'avis. Il y a effectivement la dette qui a été accumulée, et je dirais souvent par laxisme, on en a souvent parlé. Oui. Celle-là, il faut qu'elle soit évidemment remboursée dans les délais qui sont impartis à ce type, encore une fois, d'instrument. Et puis, il y a cette situation inédite, qui est la situation que nous traversons. Vous avez parlé tout à l'heure un peu d'économie de guerre. Enfin, on est dans une situation, effectivement, où il s'agit, j'ai pas peur de le dire, de sauver l'humanité. C'est ça dont il s'agit. Et donc là, il faut se donner tous les moyens. Tous les moyens, bien sûr, d'un point de vue de la santé, mais aussi d'un point de vue des conséquences économiques. Oui, et sociales. Et sociales, bien entendu. Et là, voyez-vous, il n'y a pas un pays aujourd'hui sur la planète qui a le premier sou pour ça. Tous les pays sont obligés de s'endetter pour faire face à cette demande tout à fait considérable et se donner les moyens, encore une fois, de passer cette situation ensemble. Donc, cette dette qui est constituée maintenant, alors d'abord, je vous le dis très clairement, elle ne sera pas annulée. Toutes les dettes sont faites pour être payées. J'entends les uns et les autres. Mais comment ? Alors c'est la question, et je vais vous y répondre dans la cour-là. Donc cette dette-là, c'est une dette qui... alors voilà, est-ce qu'elle fait 20% du PIB ? Elle fait 30% du PIB, on verra, ça dépend évidemment de la durée. Et pour cette dette, ce que vont commencer à faire les États, ce que nous allons faire nous à la Commission, parce que je rappelle que nous prenons une lourde charge, une grande partie de cette dette pour nous. On va effectivement le permettre aux États membres, aux pays européens, de bénéficier des ressources qu'on va leur donner, et c'est de la dette. On va avoir des maturités, c'est-à-dire une durée de remboursement très longue, parce qu'en fond, on sauve une génération, on sauve 2 générations. Donc la maturité, ce sera une trentaine d'années pour rembourser. 30 ans pour rembourser. Une trentaine d'années, et évidemment, pour ça, on va avoir des ressources propres. Je parle au niveau de la Commission, ça veut dire que, par exemple, bien sûr qu'on va, par exemple, vous parlez du numérique tout à l'heure, on sait bien qu'il n'y a pas de taxe aujourd'hui sur le numérique, c'est un espace informationnel qu'il faut taxer, sur lequel il faut payer de l'impôt. Eh bien, une partie importante de cet impôt va être mobilisée pour rembourser cette dette. Je parle, par exemple, également on appelle ça communément la taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisque nous allons avoir, comme vous savez, nous avons l'ambition d'être un continent zéro carbone à 2050. Donc, les produits qui viendront, qui ne respectent pas nos normes, vont être taxés. Et donc là encore, c'est un impôt qui ne sera pas payé par nos concitoyens européens, mais par ceux qui vont vouloir venir chez nous. On a un certain nombre d'instruments de cette nature sur lesquels nous travaillons et qui vont contribuer sur les 10, 20, 30, 40 ans à rembourser cette dette inédite. Parce que la croissance, la baisse des dépenses publiques et l'augmentation des impôts ne suffiront pas. Alors l'augmentation des impôts, il faut surtout l'oublier pour l'instant, parce que encore une fois, on est dans une situation. Et en ce qui concerne la croissance, dans les plans de relance sur lesquels nous travaillons, nous voulons qu'une partie de ces plans de relance soit utilisée précisément pour accroître la compétitivité, notamment dans tout ce qui concerne les technologies vertes, mais aussi vers le numérique, qui vont générer des emplois, qui vont générer de la croissance, qui va générer de l'innovation. Donc voilà, il y aura effectivement ce volet-là, mais je le redis. La dette sera remboursée, on se donnera la maturité qui va bien et les instruments pour le faire. Bien. Ne pas imaginer une dette perpétuelle. C'est ce que propose François Baroin. Il parle de dette perpétuelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une dette perpétuelle. Une dette, elle est faite pour être remboursée. Alors on peut effectivement, après ça, réemprunter pour rembourser. C'est peut-être ce qu'il a en tête. Bien. Thierry Breton, le Luxembourg, paradis fiscal au sein de l'Union européenne ? Non, Vous avez vu l'enquête du Monde ? C'est fini ça. Le Luxembourg est un pays parmi les autres pays. Il a fait des progrès énormes. Donc non, je crois que ça, c'est derrière nous. 6 500 milliards d'actifs.
Oui, mais enfin... Au Luxembourg. Oui, il y en avait... 55 000 sociétés offshore. Il y en avait... Je crois qu'il faut arrêter de dire offshore. Ce sont des sociétés qui sont immatriculées au Luxembourg. Bon. Il y en avait beaucoup avant en Angleterre. Voilà, maintenant, moi, je pense que tout ça, c'est bien que ça se passe maintenant en Europe continentale. Dernier mot sur EDF. Et le gouvernement français qui veulent scinder EDF en 3 unités. Vous suivez ce dossier, j'imagine, dont l'une serait réservée, ouverte plutôt, aux capitaux privés. EDF veut vendre son électricité nucléaire plus cher. Ce projet s'appelle Hercule. Que dit la Commission européenne aujourd'hui sur ce projet? Alors la Commission, donc, et là c'est dans le volet concurrence, donc, oui, volet concurrence, qui concerne donc ma collègue Madame Vestager. Donc ce projet a été évidemment, et c'est normal, présenté à la Commission européenne et à la direction concurrence. Elle le regarde. Je pense que ces évolutions vont dans un sens qui est un sens naturel. Ça veut dire quoi, naturel? Ça veut dire que je pense que ça va dans le sens de l'histoire, mais avec une spécificité, et je le redis ici à votre micro, c'est que la France est un pays qui a fait très tôt le pari du nucléaire, et qui fait que nous avons aujourd'hui l'énergie électrique la plus propre en Europe, la plus décarbonée. C'est un atout considérable. Il faut le préserver. Donc l'Union européenne le préservera. En tout cas, je rappelle que dans les traités, le choix du mix énergétique appartient aux États membres. Moi, personnellement, je suis fier de ce que la France a fait dans ce domaine. Juste un mot. Est-ce que vous engagerez pour la présidentielle? Oh ben, si jamais le président de la République se représente, ce que je souhaite, il est évident que de là où je suis, parce que je suis commissaire européen, donc j'ai un devoir de réserve. Mais vous le soutiendrez. Mais je crois que ça ne fait l'ombre d'aucun doute pour personne. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir. 8h55 RMC et BFM TV.